Ma belle-mère a levé son verre et a dit, « C'est tout ce que tu mérites, jolie. » Sa voix a tranché net la musique, et toute la salle a ri, tout le monde sauf moi. Mon père lui a juste souri comme si cela faisait partie du spectacle. J'étais assise là, les mains stables, la clé USB dans ma poche, brûlante contre ma jambe. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais apporté avec moi ni de ce que j'étais sur le point de faire. Une seule vérité, assez puissante pour faire voler en éclats tout ce qu'ils avaient construit. Avant de continuer, mettez un like et dites-moi d'où vous regardez. Avez-vous déjà gardé le silence juste pour préserver la paix? Même quand vous saviez que la vérité pouvait tout anéantir. Les gens aiment dire que chaque famille a ses secrets. La nôtre ne prenait pas la peine de les cacher. On appelait simplement ça des traditions. Mon père, Alain Dubois, a bâti sa maison de négoce en vain à partir de rien. Dans son monde, tout devait paraître parfait. La grande demeure, les dîners, même les sourires. Ma belle-mère, Béatrice, était le chef-d'œuvre qu'il exhibait. Elle avait cette façon de transformer la cruauté en élégance. Si elle vous insultait, cela sonnait presque comme un compliment. Et puis il y avait Chloé, sa fille, l'enfant chéri de mon père. J'avais l'habitude de compter combien de fois il prononçait son nom au dîner, comme si c'était la preuve que j'existais encore s'il se souvenait de dire le mien. J'ai grandi dans cette belle propriété près de Bordeaux, entourée de lustre et de silence. Après la mort de ma mère, l'air a changé. Béatrice a emménagé en quelques mois, son parfum remplaçant l'odeur des lys de ma mère. Le personnel a vite appris. Faire plaisir à Béatrice, c'était protéger son emploi. J'ai appris aussi. Rester silencieuse. Ne pas déranger. Sur chaque photo de famille, j'étais sur le bord. Un demi-sourire, une demi-fille. La seule chose qui m'ait jamais paru réelle, c'était mon appareil photo. À 16 ans, j'en ai acheté un avec l'argent que je gagnais en donnant des cours de soutien aux enfants du quartier. À l'époque, ce n'était pas une question d'art. C'était de la survie. À travers ce petit objectif, je pouvais cadrer le monde comme je le voulais. Je pouvais zoomer sur ce que les gens manquaient. Un chat errant dormant dans une gouttière. Une main tremblant au-dessus d'une tasse de café. Le genre de vérité que personne n'applaudit, mais qui n'en reste pas moins la vérité. Quand j'ai quitté la maison à 18 ans, après mon bac, personne ne m'a arrêté. Béatrice a organisé un brunch d'adieu poli, comme si elle disait au revoir à une invitée, pas à un membre de la famille. Mon père a signé un chèque et m'a dit d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je ne l'ai jamais fait. Les années ont passé. Je me suis construit une carrière en filmant des histoires qui n'étaient pas les miennes. Des vignerons perdant leurs terres, des vétérans reconstruisant leur vie, des mères élevant seules leurs enfants. De vraies personnes, de vraies douleurs. Mais chaque fois que j'éteignais la caméra, le silence revenait, murmurant ce que je n'avais jamais filmé, ma propre histoire. Puis, un après-midi d'hiver, un email est arrivé. Vous êtes invité à la célébration du 60e anniversaire d'Alain Dubois. Tenue de soirée exigée. Pas de salutation, pas de signature, juste ça. Pendant une minute entière, j'ai fixé l'écran. Et c'est peut-être là que la plupart des gens l'auraient supprimé. Je ne l'ai pas fait, car après une vie à être effacée, on commence à chercher désespérément la preuve qu'on existe encore. Et cette invitation, c'était comme une preuve. Plus la fête approchait, moins je dormais. Mon appartement dans le centre de Bordeaux me paraissait plus petit chaque nuit, rempli de matériel à moitié emballé et du bourdonnement constant de ma caméra en charge. Je me disais que j'y allais seulement pour filmer quelques plans pour un nouveau projet, mais nous savons tous les deux que c'était un mensonge. J'allais capturer la vérité. Puis Hélène a débarqué, les cheveux en bataille, un carnet de croquis sous le bras, traînant comme toujours son odeur de térébenthine. Elle s'est laissée tomber sur mon canapé et a dit « Tu ne vas pas croire ce que j'ai entendu ». Je n'ai pas levé les yeux tout de suite, mais sa voix avait cette intonation qui signifiait que quelque chose allait faire mal. Chloé était au café en ville. Elle a dit, elle parlait à un certain Thomas. J'ai entendu, papa ne se doutera de rien une fois les papiers signés. Ma poitrine s'est serrée. Quel papier? Hélène a haussé les épaules. Ça avait l'air d'affaire de bureau, mais j'ai vu son écran. Il y avait le logo de l'entreprise de ton père dessus.
Nous avons passé toute la nuit à creuser. Hélène s'est souvenue d'un dossier partagé sur le cloud qu'elle avait utilisé une fois avec Chloé pour un projet de design. Le même mot de passe était toujours actif. À l'intérieur se trouvaient des contrats scannés, des emails et un projet de formulaire de transfert. Chloé et Béatrice prévoyaient de transférer les parts de l'entreprise de mon père au nom de Chloé, en utilisant Thomas comme partenaire silencieux. Chaque message suintait l'arrogance et le sentiment que tout leur était dû. Papa me remerciera une fois que ce sera fait. Jolie restera en dehors de ça. Elle le fait toujours. Lire ces lignes, c'était comme avaler du verre. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était la preuve de chaque règle tacite sous laquelle j'avais grandi. Béatrice gagne, Chloé brille. Je disparais. Hélène m'a regardé attentivement. Tu pourrais les anéantir avec ça, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Je pouvais déjà voir le visage de mon père si j'exposais tout. Confus. Humilié. Peut-être brisé. Un instant, j'ai détesté le fait que je m'en souciais encore. J'ai copié les fichiers sur une petite clé USB. Elle s'est refermée avec un clic sec, comme le son d'une arme qu'on arme. Je l'ai tenue dans ma paume jusqu'à ce que ma peau devienne chaude. C'était ma vérité, mon arme, ma confession. Quand la nuit s'est terminée, Hélène m'a serré l'épaule. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai regardé les lumières de la ville au dehors, floues à travers la fenêtre. Je rentre à la maison, ai-je dit doucement. Mais cette fois, je ne viens pas en tant que leur fille. Le matin de la fête, Bordeaux était enveloppé d'une lumière grise, celle qui donne à tout l'air d'un souvenir. J'ai fait mes bagages avec soin, d'abord le matériel de la caméra, puis la clé USB, puis la robe noire qui ressemblait plus à une armure qu'à un vêtement. Le silence dans mon appartement pesait sur moi, lourd et plein d'attentes. J'ai murmuré, fini de filmer l'histoire des autres, et j'ai fermé la valise. Le trajet jusqu'à la propriété était comme un voyage dans le temps. La même longue allée bordée de pins taillés. Le même portail en fer qui grinçait en s'ouvrant comme un avertissement. Mais l'endroit semblait plus petit maintenant, dépouillé de son pouvoir. Je me suis garé sous le chêne où j'attendais l'approbation de mon père qui n'est jamais venu. Le vent était vif, transportant la faible odeur des roses et de l'argent froid. À l'intérieur, la maison scintillait. Des guirlandes lumineuses, du linge de table argenté, le champagne coulait déjà à flots. La voix de Béatrice flottait à travers la pièce, chaleureuse, fausse, entraînée pour capter l'attention. Elle portait des perles qui n'étaient probablement pas les siennes et souriait comme si l'air lui appartenait. Chloé la suivait dans une robe dorée, chaque pas répété. Quand je suis apparue à l'entrée, les yeux de Béatrice m'ont balayée comme si j'étais une erreur non programmée. Jolie, a-t-elle dit, d'un ton mielleux mais tendu. Tu es vraiment venue. J'ai souri. Vous m'avez invitée. Je suppose que oui, a-t-elle murmuré. Essaie de ne pas rendre la soirée gênante. Ces mots ont atterri comme de la glace sur ma peau, mais je n'ai pas bronché. J'avais déjà été gelée par le passé. Mon père est apparu un instant plus tard, son costume gris impeccable, sa confiance intacte. Jolie, a-t-il dit, l'air surpris mais prudent. Content que tu aies pu venir. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ai-je répondu. Il a souri poliment et est passé à autre chose, déjà aspiré par une autre conversation. Ce bref instant, cette façon de m'écarter avec un charme de façade, a été la fissure qui a laissé passer la fureur. Je suis restée silencieuse pendant les discours, les toasts, le numéro parfait de Béatrice. Mais chaque fois qu'elle touchait son bras, chaque fois que Chloé riait trop fort, je sentais la clé USB dans ma pochette devenir plus lourde. Quand les applaudissements ont cessé et que les gens ont commencé à danser, je me suis glissée dans le couloir en direction de son bureau. Les portraits sur le mur ont observé pendant que j'ouvrais la porte et que je posais la clé USB à côté de sa plaque nominative. Pour la première fois depuis des années, je ne tremblais pas. Il m'a trouvée là quelques minutes plus tard, debout près de son bureau comme une intruse dans ma propre histoire. Les rires de la salle de bal résonnaient faiblement dans le couloir, étouffés par le marbre et la distance. Quand il m'a vu, mon père s'est arrêté sur le seuil, une main encore sur le cadre de la porte. Jolie, dit-il doucement,
comme si prononcer mon nom pouvait briser quelque chose de fragile. Béatrice a dit que tu étais sortie. Tu ne devrais pas être ici. Je sais. Ma voix était stable. J'avais juste besoin d'un endroit calme. Il a hésité, puis est entré. La lumière de la lampe a frappé les rides sur son visage. Les mêmes rides que je traçais quand j'étais petite, en essayant de le mémoriser. Il avait l'air plus vieux maintenant, mais toujours indéchiffrable. Tu ressembles de plus en plus à ta mère, a-t-il dit tranquillement. Elle se tenait dans ce bureau de la même manière, comme si elle cherchait quelque chose qui ne voulait pas être trouvé. J'ai laissé les mots flotter. J'ai voulu lui dire que ce qu'elle cherchait, c'était lui, mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai fait glisser la clé USB sur le bureau vers lui. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est ? La vérité, ai-je dit. Tu mérites de la voir avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Son expression a changé, d'abord la confusion, puis l'irritation. Le réflexe d'un homme habitué à tout contrôler. De quoi parles-tu ? Regarde, c'est tout, ai-je dit. Il s'est assis en marmonnant quelque chose dans sa barbe et a branché la clé sur son ordinateur portable. L'écran s'est allumé. Une vidéo s'est ouverte, un montage des fichiers récupérés par Hélène. La voix de Béatrice a d'abord rempli la pièce, calme, confiante. Une fois le transfert approuvé, Alain ne remarquera rien jusqu'à ce que ce soit fait. Puis Chloé, en riant. Il nous remerciera probablement. Papa adore jouer les héros. Et la voix de Thomas. Vous êtes sûr que personne d'autre n'a accès aux fichiers ? Béatrice de nouveau, lisse comme du verre. Seulement nous. Jolie ne sait même pas où l'entreprise garde ses livres de compte. Elle est trop occupée à courir après des gens brisés avec sa petite caméra. Je n'ai pas regardé mon père. J'ai observé le reflet de l'écran dans ses lunettes, le moment où la reconnaissance l'a frappé. La façon dont sa bouche s'est entr'ouverte légèrement. L'illusion s'est fissurée. Quand l'enregistrement s'est terminé, le seul son qui restait était le jazz feutré qui s'échappait à travers les murs. Il est resté parfaitement immobile, puis a murmuré, « Mon Dieu !» J'ai pris une profonde inspiration. Tu m'as toujours dit que la vérité comptait. Que l'intégrité était tout. Mais tu n'as jamais demandé si cela incluait ta propre maison. Sa main tremblait légèrement sur la souris. Tu aurais pu nous humilier ce soir, a-t-il dit à voix basse. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Parce que je n'essayais pas de te détruire, ai-je répondu. Je voulais juste que tu me voies. Il a levé les yeux, puis m'a vraiment regardé. C'était comme une langue étrangère que nous apprenions tous les deux en temps réel. Il a tendu la main sur le bureau, lentement, sans assurance, et a posé sa main sur la mienne. Le geste était maladroit, presque gênant, mais c'était la première chose réelle qu'il faisait depuis des années. Je te vois maintenant, a-t-il dit. Quelque chose en moi, serré et ancien, s'est brisé. Pas de douleur, mais de libération. Nous sommes restés là un long moment, l'air entre nous lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. Puis, doucement, il a fermé l'ordinateur portable, a ramassé la clé USB et a dit « Reste ici ». Quand il a quitté le bureau, je l'ai suivi à quelques pas, assez loin pour ne pas être vu. Il a traversé le couloir et est entré dans le grand salon. La musique a vacillé quand il est apparu. Il n'a pas parlé fort, mais sa présence a attiré tous les regards. Béatrice, a-t-il dit, la voix calme mais tranchante comme de l'acier. Elle s'est retournée, souriant automatiquement. Chérie, tout va bien ? Pas encore, a-t-il dit. Elle a cligné des yeux, le sourire se crispant. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il a brandi la clé USB. Dis-le-moi. Un instant, la confusion a traversé son visage, puis la peur. Une peur réelle. Sa main s'est resserrée autour de sa coupe de champagne. Alain, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai tout regardé, a-t-il dit. Chaque mot. L'expression de Chloé s'est figée, sa confiance dorée se fissurant. Papa. Il l'a interrompu. Non. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait, et toute la pièce est devenue silencieuse. Vous avez traité ma confiance comme une monnaie que vous pouviez dépenser. Toutes les deux.
Béatrice a recommencé à parler, son ton devenant mielleux. Alain, s'il te plaît. Elle te manipule. Il a pointé vers moi, là où je me tenais en bordure de la foule. C'est ma fille, et elle vient de sauver ce qui restait de cette famille. Le silence qui a suivi était brutal. Le visage de Béatrice s'est vidé de sa couleur. Les yeux de Chloé se sont remplis de larmes, mais pas de culpabilité, de panique. Puis est venu le coup de grâce. Mon père a mis la main dans sa poche, a sorti 2 enveloppes et les a posées sur la table à côté du gâteau intact. L'une est pour le divorce, a-t-il dit. L'autre est votre avis de licenciement de l'entreprise. Vous devrez toutes les deux trouver un autre endroit où vivre. La voix de Béatrice s'est brisée pour la première fois. Tu l'as choisi, elle, plutôt que nous. Il a secoué la tête. Je choisis l'honnêteté. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas exulté. J'ai juste regardé l'empire qu'elles avaient bâti sur le charme et la tromperie s'effondrer sur lui-même. Les invités se sont agités, mal à l'aise, faisant semblant de siroter leur boisson, ne sachant s'il fallait rester ou fuir. Les yeux de Béatrice ont croisé les miens, perçants, suppliants, désespérés. Les mêmes yeux qui m'avaient autrefois fait me sentir petite. Mais pas cette fois. Mon père s'est tourné vers la porte. Jolie, a-t-il dit, la voix ferme maintenant. Allons-y, et ce fut tout. Pas de feu d'artifice, pas de cris, juste une ruine silencieuse. Dehors, l'air de la nuit m'a frappé comme un choc, froid et pur. Nous avons traversé l'allée de gravier, ses pas lents, mon esprit stable. Pour une fois, il ne remplissait pas le silence. À mi-chemin de la voiture, il a dit doucement, je pensais que protéger les gens de la douleur, c'était de l'amour. Il a fait une pause, les yeux fixés sur le ciel sombre. En fait, c'était juste éviter la vérité. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à ajouter. Nous nous sommes éloignés de la propriété sans regarder en arrière. Derrière nous, les lumières de la demeure se sont estompées dans le lointain, un mensonge scintillant s'évanouissant dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des années, je me sentais plus légère. La justice n'a pas rugi cette nuit-là. Elle a murmuré. Elle a marché silencieusement à mes côtés dans le noir, main dans la main avec la paix. 3 mois se sont écoulés avant que je ne le revoie. La grande demeure avait été vendue discrètement. Pas d'annonce, pas d'adieu, juste une allée vide et un panneau à vendre se balançant dans le vent. Mon père avait loué un petit chalet au bord d'un lac, loin du bruit, là où le matin sentait le pain et où l'air ne portait que le bruit de l'eau clapotant contre le quai. Quand je suis arrivée, il était sur la terrasse, une tasse de café à la main, portant un sweatshirt délavé au lieu d'un costume. « Tu as trouvé ?» a-t-il dit. J'ai suivi le silence, ai-je répondu. Et ça l'a fait sourire, un sourire doux, sans défense. Nous n'avons pas parlé de Béatrice ou de Chloé. Nous n'en avions pas besoin. Le silence entre nous avait changé. Il n'était plus fait de peur. Il était fait de paix. Il a préparé une autre tasse, me l'a servie, et nous nous sommes assis à regarder la lumière se déplacer sur le lac. Le même homme qui mesurait autrefois la vie en rapport trimestriel regardait maintenant les canards dériver sur l'eau comme si cela suffisait. Quelques semaines plus tard, il m'a appelé pour me dire qu'il avait regardé mon dernier documentaire, celui sur les filles qui ont grandi sans être vues, qui ont trouvé leur voie trop tard et l'ont utilisée quand même. Ça m'a fait mal, a-t-il admis. Mais je suis fier de toi. Tu as eu le courage. Moi pas, cette nuit-là, je me tenais sur mon balcon, surplombant les lumières de la ville, et j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Le gel qui m'avait suivi pendant des décennies fondait enfin. J'ai continué à filmer des histoires de femmes comme moi, des histoires de révolution silencieuse. La première projection s'est jouée à guichet fermé dans un petit cinéma du centre-ville. Lorsque le générique de fin a défilé, les gens se sont levés pour applaudir, et je l'ai aperçu au dernier rang, s'essuyant les yeux. Pendant des années, j'ai poursuivi une forme d'amour qui exigeait le silence. Maintenant, je savais mieux. Le véritable amour écoute, même quand la vérité fait mal. Je pensais que la vengeance signifiait le feu, quelque chose de bruyant, de final, de destructeur. Mais en me tenant là après la projection,
en regardant des inconnus s'étreindre et murmurer, moi aussi, j'ai réalisé qu'elle pouvait ressembler à de la lumière. Silencieuse, constante, sans excuse. Ce soir-là, j'ai préparé mon sac de caméra pour le prochain voyage. Le même sac qui avait un jour transporté la preuve d'une trahison contenait maintenant des histoires qui attendaient d'être racontées. J'ai jeté un coup d'œil à la vieille clé USB posée sur mon étagère. Le métal était terni par le contact. Je ne la gardais plus comme une arme. Je la gardais comme un rappel. La vérité n'a pas besoin de crier. Elle a juste besoin de survivre. Avant d'éteindre les lumières, mon téléphone a vibré. Un message de mon père. Fier de toi, ma grande. Ne laisse jamais s'éteindre ce que tu as construit. J'ai souri, j'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai murmuré à la pièce silencieuse, plus jamais. Parce que c'est ça, la vraie fin, n'est-ce pas? Pas l'effondrement de l'empire de quelqu'un d'autre, mais le moment où l'on cesse de se faire tout petit pour y tenir. Si vous avez déjà dû vous éloigner des gens qui refusaient de vous voir, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires. Je lis chacune d'entre elles. Et abonnez-vous si vous croyez comme moi que le silence peut être brisé et que la vérité, aussi discrète soit-elle, trouve toujours son chemin.